Voilà, recording in progress, ça veut dire qu'on peut commencer. Donc, bonsoir et bienvenue à vous sur cette Zoom conférence qui a eu un très grand succès, comme quoi c'est un sujet qui méritait d'être abordé. Du coup, vous faites partie des privilégiés qui peuvent accéder à la salle puisque nous n'aurons pas assez de connexion pour tout le monde. Mais je suis en train de procéder à l'enregistrement, donc la conférence sera disponible. Donc c'est une conférence que l'association dont je suis la présidente, qui s'appelle l'Association des auditeurs Dauphiné-Savoie de l'IHEDN, c'est-à-dire de l'Institut des hautes études de défense nationale, a souhaité construire en partenariat avec l'association Clionaute, qui se présentera par la suite. Pour nous, auditeurs de l'IHEDN, l'idée, c'était véritablement de participer à la diffusion de l'enseignement de défense et de sécurité globale, qui fait partie de nos missions, en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale et le ministère des Armées. Alors, je suis moi-même professeur d'histoire-géographie, donc j'ai été confrontée à la problématique avec quelques petits événements et qui a fait que cette réflexion qui était menée conjointement professionnellement par moi-même et avec les membres de l'association m'a conduit à me rapprocher des clionautes dont vous aurez l'opportunité tout à l'heure de découvrir le remarquable travail qui a été fait pour permettre aux enseignants d'avoir des ressources de qualité, de manière à ce qu'on ait, comme on veut toujours le faire dans nos conférences, les personnes idoines, c'est-à-dire les plus armées et les plus à même d'intervenir sur ces questions-là. Donc, je vous demande, et je les couperai si nécessaire, donc je vous demande de couper vos micros. N'hésitez pas à utiliser le chat pour poser les questions. Je les relayerai par la suite. Donc, je vous souhaite une bonne soirée et j'espère qu'elle répondra à vos besoins et à vos questions. Donc, normalement, je passe la parole à Cécile. Voilà. Alors, bonsoir Rosiane, merci beaucoup pour cette invitation sur un sujet effectivement qui méritait qu'on s'y attarde. Voilà comment les professeurs ont pu aborder et enseigner la guerre en Ukraine. Alors, je vais bien sûr poser quelques éléments de réflexion qui, bien sûr, après peuvent être étayés par d'autres expériences, puisque chaque professeur, finalement, a la sienne propre, avec parfois ses problématiques propres à l'établissement et à ses classes. Alors, je rappellerai en tête que une évidence que le professeur d'histoire-géographie est en règle générale en première ligne pour fournir justement un recul et des éléments d'explication aux élèves dès que l'actualité s'emballe, et parfois et surtout pour le pire en ce moment, et que globalement, vous l'aurez remarqué, depuis 2015, les occasions n'ont pas manqué. Cela dit, là, nous sommes dans un contexte de crise qui est quand même sensiblement différent des précédentes. Et d'abord, je vais rappeler une première spécificité à cette guerre en Ukraine, à cette crise et à la manière dont elle a débarqué un peu dans nos classes. C'est que quelque part, contrairement aux autres, je pense aux attentats notamment, la guerre ne nous a pas pris, en tout cas dans mon cas, et ça a été le cas d'autres collègues, elle ne nous a pas véritablement pris par surprise le 24 février dernier. Alors, je m'explique, il faut rappeler qu'en amont, les tensions internationales étaient déjà parfaitement perceptibles et visibles, et les élèves eux-mêmes, parfois, y ont été très sensibles. Donc, il y avait déjà dès janvier-février des questions qui arrivaient en classe d'élèves qui interpellaient sur la situation internationale, alors que ce n'était pas spécialement dans les programmes. Et moi, pour ma part, par exemple, avant les vacances de février, des élèves m'avaient demandé explicitement en fin de cours un petit point parce qu'ils me demandaient mon avis, est-ce que la Russie allait attaquer l'Ukraine? Voilà, c'était leur question directe. Et moi, je leur avais expliqué de mon point de vue que c'était fort probable, que la Russie avait à ce moment-là une ouverture temporelle possible, que tous les signaux étaient au rouge et que selon moi, effectivement, ça allait arriver. Chose que eux ne voulaient pas croire d'ailleurs au passage. Donc, on connaît la suite, bien entendu.
Alors, les élèves, à ce moment-là, quel était leur positionnement? Alors, je parle bien sûr avant le conflit, parce qu'après, ça a un petit peu évolué. Alors, il était très variable entre ceux qui ne croyaient pas du tout à la guerre, voire se désintéressaient totalement de la question, ceux qui avaient peur de la guerre, et ceux qui n'hésitaient pas d'ailleurs à afficher leur admiration pour Vladimir Poutine, hein, de manière totalement décomplexée. Car oui, il faut bien l'avouer, nous avons une génération d'élèves qui est totalement fascinée par ce personnage politique, et ils en font part, ils n'hésitent pas à en faire part en cours. Alors, comment on peut l'expliquer? Parce que j'anticipe une question que certains peuvent se poser. Comment on peut expliquer que des élèves et des ados soient fascinés par Vladimir Poutine? Alors, on peut y voir soit une forme de critique et de rébellion qui est propre à l'adolescence. On va se chercher un contre-modèle au modèle dominant. Ça, on l'a tous connu. On l'a peut-être nous-mêmes vécu, expérimenté une fois ado. Mais aussi, et là, j'en ai discuté avec certains collègues qui sont tout à fait d'accord, on a quand même des garçons aussi qui ont très clairement un modèle de fascination pour la virilité dégagée par Poutine. Pour eux, Poutine, c'est l'incarnation du mâle viril qu'ils voudraient être ou qu'ils idéalisent. Il y a vraiment cet aspect qui, lorsqu'on discute avec eux, transparaît vraiment dans les discussions. C'est un mec pour eux. Voilà, donc on les laisse s'exprimer, on peut le regretter malheureusement. Alors par contre, quand la guerre a éclaté le 24 février, donc pendant les vacances pour les uns ou au retour des vacances pour les autres en fonction de la zone dans laquelle on enseigne, c'est très variable. Là, globalement, les professeurs ont dû faire face à deux aspects ou à deux questions. Et tout d'abord, très concrètement, faire face aux interrogations des élèves puisque le conflit, là, était bien là. La guerre était là. Alors, grande question, madame, est-ce qu'on est en guerre? Est-on en guerre avec la Russie? Est-ce que la France est en guerre avec la Russie? Est-ce que la Troisième Guerre mondiale va avoir lieu? Et là, il y avait véritablement une inquiétude qu'on ne voyait pas dans le cadre des autres guerres ou des autres formes de conflits, car là, ils ont bien perçu la proximité géographique de l'Ukraine. Quand on leur rappelle qu'on est en gros à 30 heures de route à peu près de l'Ukraine en voiture, pour eux, ça a du sens. Ça a du sens. Et je ne sais pas si certains collègues l'ont noté, ils ont eu également une grande angoisse ou une crainte face au fameux missile Satan II. Là, il a fallu faire un point par rapport à cet armement technologique qui visiblement, qu'ils avaient croisé sur les réseaux sociaux. Il a fallu donc en discuter également. Donc, et revenir notamment sur tout le protocole qui permet de déclencher le feu nucléaire et comme ça dissiper des angoisses pour leur montrer que non, Poutine ne peut pas appuyer seul sur le bouton, c'est beaucoup plus complexe. Et il fallait également, bien sûr, lutter aussi contre une forme de désinformation ou une mauvaise information des élèves, car il faut bien le rappeler, hein, les élèves ne s'informent plus via la télévision ou la radio, mais plutôt par Internet et l'utilisation des réseaux sociaux. Leurs deux favoris étant Instagram et TikTok, et j'y reviendrai un peu plus tard. Alors, un troisième aspect également, c'est invité dans les classes, puisque dans certains établissements, et c'est mon cas justement, nous avons des élèves d'origine russe ou biélorusse ou ukrainienne, voire les trois mélangés. Et très concrètement, il s'agissait pour ces élèves parfois porteurs d'un discours de toute façon qui est familial et qu'ils reproduisent en classe, et qui est pro-Poutine, donc pour justifier l'invasion russe en Ukraine. Il s'agissait donc de recontextualiser et de reprendre des arguments. Parce que là, il s'agissait vraiment d'un discours de propagande issu du Kremlin, qui parfois était extrêmement virulent, mais en les reprenant, bien sûr, il fallait faire très attention de ne pas non plus les stigmatiser, parce que de cette stigmatisation peut émerger aussi des problématiques de harcèlement. Voilà, ces élèves, je rappelle que le harcèlement est aussi une cause scolaire, une cause dans l'éducation nationale, dont l'éducation nationale a mis très longtemps à s'emparer. Et la guerre en Ukraine et le positionnement de ces élèves qui ne font que reproduire un discours d'adulte peut être source et facteur et déclenchement d'une forme de harcèlement qui ne serait pas acceptable. Donc, voilà, c'est tout un subtil rééquilibrage dans après la reprise que l'on peut avoir avec les élèves, ne pas les stigmatiser, mais leur montrer qu'il existe un autre point de vue, d'autres points de vue critiques. Et là, justement, l'utilisation des sources qu'on va effectivement reprendre tout à l'heure a pu être utile justement pour déconstruire cette propagande qui est transmise. Voilà. Alors, d'autre part, donc j'y reviens justement, les adolescents que nous avons en face de nous et qui sont très consommateurs des réseaux sociaux et d'Instagram et de TikTok ne sont pas forcément conscients, alors soit de la médiocrité ou de la nullité même des informations qu'ils reçoivent sur leur téléphone portable, parce que c'est vraiment leur support privilégié,
Et je vais prendre 2 exemples parfois un petit peu extrêmes. Alors, vous avez par exemple beaucoup d'élèves qui sont inscrits à la chaîne d'Instagram Hugo Décrypte. Je ne sais pas si vous la connaissez. Alors, moi, je suis allée voir lorsque les élèves m'en ont parlé. Je ne connaissais pas du tout, j'avoue. Alors, ce n'est pas que c'est mauvais, ce n'est pas que c'est faux. Ce que fait Hugo dans ce canal-là, c'est plutôt assez intéressant pour une première approche de l'information, mais il faut bien l'avouer, c'est très superficiel. Donc, ça n'aide pas à comprendre les enjeux du conflit, parce que c'est aussi l'intérêt de la question, c'est leur montrer comment un conflit s'inscrit dans un temps qui est long. Et voilà, leur faire saisir les subtilités, très clairement, Hugo Décrypte ne leur sert pas à ça. Alors, quant à TikTok, c'est un véritable drame parce que vous avez le meilleur comme le pire et surtout le pire. Je vais prendre une anecdote et un incident qui est arrivé dans la classe d'un collègue. Il était en train de faire cours et subitement, il y a une élève qui a interrompu le cours parce qu'elle venait de lire sur son portable. Alors, normalement, elle n'est pas censée utiliser son portable, donc elle s'était aussi un peu grillée, cette élève. Elle venait de lire sur TikTok que Varsovie est en train de se faire bombarder par les Russes. Voilà, donc le drame. Il a fallu se poser, reprendre avec elle et expliquer en quoi là, elle avait eu affaire à une fake news avec laquelle elle n'avait eu aucun recul. Donc, prudence dans l'utilisation des sources. Voilà. Alors, si on reprend plus généralement, quel est le lien que l'on peut faire et que l'on a pu faire avec les programmes de lycée? Alors, je vais plutôt parler pour le lycée parce que j'avoue, je n'ai pas de collège, j'enseigne pas en collège. J'enseigne sur le niveau de terminale en tronc commun et dans la fameuse spécialité AGGSP, Histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques. Et très clairement, la guerre en Ukraine, elle s'inscrit véritablement dans les 2 programmes et de première et de terminale, et même plus profondément que l'on pourrait y croire. Donc, je vais juste refaire un petit point, par exemple. Sur le programme de première, nous pouvons l'intégrer dans le cadre du thème 2 qui est intitulé « Analyser les dynamiques des puissances internationales », puisqu'un jalon est explicitement consacré à la Russie. Il est intitulé « Une puissance en reconstruction après l'éclatement d'un empire, le cas de la Russie ». Et vraiment, on peut l'intégrer. Donc, pour les collègues qui étaient en train de le faire, là, il y a pu y avoir un temps de réadaptation pour intégrer l'actualité direct donc au cours. C'est aussi à ça que sert finalement aussi ce cours de AGGSP, c'est montrer que ce n'est pas que de la théorie, il sert vraiment à expliquer le monde contemporain. On peut également le travailler si on est dans le thème 3 avec le fameux thème consacré aux frontières. Donc, je vais pas revenir sur la problématique des frontières pour l'Ukraine avec le Donbass, la Crimée et ainsi de suite. On peut également lui faire une place dans le cadre du thème 3 qui s'intitule « Informer un regard critique sur les sources et modes de communication » et revenir là notamment sur les problèmes posés par RT ou Sputnik, expliquer pourquoi et comment ces 2 médias de propagande posaient problème et ainsi revenir avec les élèves sur les motivations de l'Union européenne pour interdire ces 2 médias et relativiser parce qu'en fait, il y en a d'autres qui sont totalement encore accessibles à côté aussi. On a beaucoup focalisé sur ceci, mais il y a tous les autres. Voilà. Et donc, cet aspect pouvait être abordé dans ces sujets. Alors, à noter aussi qu'au mois de mars a lieu ce qui s'appelle la semaine de la presse. Je ne sais pas si certains établissements l'ont fait, ça dépend des établissements, ça dépend. Et moi, dans mon établissement, effectivement, il y a eu une séance consacrée aux fake news et au complotisme. Et dans le cadre de la manière d'aborder les fake news, ça a été le moment, effectivement, d'intégrer cette fameuse propagande. Alors là, je ne pourrais pas vous en parler plus parce que je n'ai pas assisté à l'atelier de mes élèves. Je n'étais pas là. C'est une collègue qui m'a fait un débrief en m'expliquant que ça avait plutôt bien fonctionné. Les élèves avaient compris. Enfin, toujours dans le programme de première, vous avez le thème 5 qui s'intitule « Analyser les relations entre État et religion », qui permet de revenir sur les liens historiques traditionnels unissant pouvoir politique et religion. Même si l'axe d'étude est plus centré sur la période médiévale, en fait, notre liberté pédagogique nous permet aussi, pourquoi pas, d'intégrer la problématique actuelle, puisqu'on le sait, d'abord les liens unissant l'Église orthodoxe et le patriarche Kirill à Poutine sont publics, et qu'actuellement, le monde orthodoxe fait face à un véritable déchirement, justement, à cause des prises de position publiques très politiques et très problématiques du patriarche Cyril. Et ça a aussi un avantage, je trouve, de l'intégrer, c'est que ça permet aussi aux professeurs et aux élèves de se décentrer, puisque depuis un certain nombre d'années, finalement, cette question des liens entre le politique et le religieux était particulièrement monopolisée par la question du Proche et du Moyen-Orient. Et justement, ça permet de montrer qu'il n'y a pas que les pays d'islam qui sont concernés par cette problématique politique et religieuse mélangée.
Voilà, même si effectivement, depuis un certain nombre d'années, on a focalisé sur cela et c'est cette partie du monde. Alors, à juste titre d'ailleurs, ce n'est pas contestable, on avait peut-être perdu de vue l'Europe de l'Est. Donc, ça permet finalement aussi un rééquilibrage dans la vision du monde. Alors, en terminale, nous avons actuellement le thème 2 intitulé « Faire la guerre et faire la paix » qui permet effectivement d'aborder cette guerre à travers un certain nombre de jalons obligatoires. Alors justement, actuellement, dans le cadre des révisions, dans le cadre des épreuves de spécialité, ça peut nous permettre de revoir et de reprendre une grille d'analyse de la guerre avec les facteurs sur le temps long, un temps un peu plus moyen et les facteurs immédiats, de voir et de revoir notamment si c'est une guerre symétrique ou asymétrique, et surtout aussi un autre aspect que les élèves oublient souvent quand on parle de la guerre, c'est aussi la paix. Et le travail de la diplomatie, le travail et l'importance du dialogue entre les nations, ce qui permet d'expliquer pourquoi notamment le président Macron est régulièrement en contact avec Vladimir Poutine et qu'il est très important justement de ne pas rompre le contact et le dialogue avec lui. Donc ça nous permet effectivement finalement de revoir avec les élèves tout en réexpliquant le sujet et l'actualité. Donc on peut faire d'une pierre deux coups actuellement, on a une ouverture pour. Voilà, alors je vais aussi parler d'une séquence pédagogique un peu particulière qui a été menée par mon collègue du lycée du Golfe de Saint-Tropez, Ludovic Chevassus, qui n'était pas là ce soir, qui avait cours, mais qui pour le coup, lui, il a abordé d'une manière extrêmement originale et totalement un peu novatrice, puisque lui, sa démarche pédagogique, justement, se situe un peu dans la problématique actuelle liée à l'utilisation des jeux vidéo en classe. Et il a tenté quelque chose qui apparemment, d'après le retour qu'il nous a fait et qui est disponible sur le site des Clionautes, visiblement, a été très intéressant et peut-être mené en 1 heure, voire moins d'ailleurs au passage. Alors, son objectif était de faire comprendre, lui, par contre, quelle était la stratégie militaire employée par les Russes et pourquoi actuellement, ils sont d'ailleurs tenus en échec, car on le sait, hein, c'est un secret de polichinelle. Poutine prévoyait une invasion de l'Ukraine en quelques jours. Et en quelques jours, voilà, la guerre devait être pliée. Et on sait qu'actuellement, en fait, ils ont plutôt tendance à s'enliser, tandis que le chiffre des pertes s'annonce assez phénoménal. Je ne sais pas si vous avez entendu le bilan. Visiblement, ils ont plus perdu en quelques jours qu'en plusieurs semaines que 9 ans de guerre en Afghanistan. Donc, c'est un échec lamentable. Donc, justement, et là, on est dans un jeu vidéo qui permet de ne pas jouer gratuitement et qui permet justement de l'appréhender. Alors, le jeu vidéo qu'il a utilisé s'intitule Steel Panthers 2, Modern Battle. C'est un jeu qui est sorti en 1996 et qui n'a pas le graphisme réaliste que l'on connaît des jeux vidéo actuels. Donc, il reste extrêmement sommaire, mais les élèves, globalement, ont plutôt accroché malgré la différence de style. Alors, ça ne pose aucun problème pour l'utiliser en classe, parce que certains peut-être se posent la question du RGPD, mais en fait, comme c'est ce qu'on appelle un abandonware, c'est-à-dire un jeu vidéo qui n'est plus utilisé dans le commerce, mais dont la licence a été lissée libre pour le grand public. En fait, le grand public est libre de l'utiliser comme il le souhaite. Ça ne pose strictement aucun problème de droit. Donc, par conséquent, voilà, il a souhaité revenir ainsi il a souhaité en fait poser la question suivante avec cette simulation. Pourquoi, alors qu'ils sont supérieurs en nombre et en matériel, notamment en blindés, mais aussi en hommes, pourquoi les Russes ne parviennent pas à emporter une victoire facile sur les forces ukrainiennes, présentées comme inférieures à tous les niveaux? Et donc, en fait, ce jeu permet de rentrer une simulation. Donc, en fait, il a rentré dans le jeu la simulation des combats, les forces armées en présence du côté russe et du côté ukrainien, et la tactique employée par les uns et par les autres. Donc, une fois qu'il a rentré son programme, en fait, il fait jouer les deux équipes. Donc, l'ordinateur va jouer du côté russe en offensive, tandis que lui, le joueur, va jouer en défensif du côté ukrainien. Et dans la mesure où il a rentré tous les paramètres en fonction des données disponibles et des remontées de terrain, effectivement, on voit bien qu'on a la colonne de chars russe qui se fait littéralement défoncer par l'armée ukrainienne qui, elle, utilise des missiles. Et là, il a justement superposé les images du jeu avec justement cette fameuse colonne de blindés qui s'est fait pilonner dans le village de Skibin, près de Kiev, le 10 mars dernier. Et on voit tout à fait que le scénario rentré, en fait, le jeu correspond totalement aux images qui ont été diffusées de cette attaque de colonne de blindés. Et là, les élèves, effectivement, ont pu comprendre en quoi consistait la stratégie et pourquoi les Russes, finalement, malgré un armement supérieur, n'avaient pas pu l'emporter. Alors, dans un deuxième temps, je vais revenir sur Cliotext et justement le travail qui a été effectué par l'association et notamment par mon coureur légionnaire sur Cliotext, Gilles Legout et moi-même.
Alors, nous avons effectivement, comme beaucoup d'autres sites, comme Canopé l'a rappelé d'ailleurs aussi, parce que beaucoup de sites académiques ont proposé également des séquences. Alors, nous, de notre côté, nous avons proposé les nôtres. Et plus particulièrement sur Cliotext, nous avons eu un objectif, ou du moins, j'ai eu un objectif avec Gilles dès le déclenchement du conflit. Ça a été justement de refaire une base de données qui permette de donner aux professeurs les textes sources, puisque justement, cette guerre en Ukraine avait aussi cette particularité qu'on avait là l'histoire en direct, avec les documents qui arrivaient quasiment en direct. Et alors, c'est vrai que ça pose un problème parce que normalement, l'historien travaille avec du recul, travaille normalement avec de la distance. Mais là, bon, il y avait un défi, quelque part, c'était d'être capable d'attraper ces fameux textes en direct pour les proposer aux collègues qui pouvaient ainsi disposer sur un endroit un peu centralisé de ces fameux documents qu'ils auraient peut-être mis du temps à aller chercher à droite et à gauche sur Internet. Alors, cela dit, il y avait 4 problèmes en gros, qui étaient quand même où il fallait faire face. Alors justement, ce premier problème qu'il fallait gérer en gérant Cliotext, c'était l'absence de recul sur les événements puisque nous sommes dans l'immédiateté. Donc là, bon, je pense que je ne sais pas ce que vous en dites, mais il faudra peut-être, vous me direz ce que vous en pensez. Ensuite, la nécessité d'adopter aussi une position neutre sans chercher à favoriser l'un ou l'autre camp. Il était bien évident qu'on n'allait pas privilégier, donc c'est aussi une façon de garder du recul. Donc, on a effectivement choisi des discours de Vladimir Poutine. Alors, très intéressant parce qu'on avait toute l'idéologie qui expliquait l'invasion de l'Ukraine. De l'autre côté, les discours du président Zelensky, qui sont extrêmement nombreux. Donc là, il s'agissait d'en cibler quelques-uns. Les interventions du Parlement européen, notamment pour expliciter la position du Parlement et de l'Europe vis-à-vis de l'intervention en Ukraine. Les prises de position du patriarche Kirill qui ont été relayées sur les sites orthodoxes également et traduits. Donc là aussi, il s'agissait donc vraiment d'avoir un panel globalement large pour avoir une vision assez large des positions des uns et des autres. Donc là, on en est, je crois, à peu près une trentaine, 35 textes, je n'ai plus compté. Et d'autres, bien sûr, vont venir par la suite pour enrichir cette base de données. Alors, l'autre problème également qui était à gérer, c'était la fameuse barrière de la langue, parce qu'effectivement, soyons lucides, je ne parle pas russe, Gilles non plus. Et depuis la guerre froide, de la fin de la guerre froide, le russe est un petit peu tombé en désuétude et c'est difficile de trouver quelqu'un qui parle russe. Et donc, bon, malgré tout, on a su trouver des traductions quand même de qualité parce que certains sites, justement, ont des traducteurs de qualité. Donc, l'idée, c'était effectivement d'arriver à trouver ces traductions avec en plus aussi le texte d'origine dans la langue d'origine quand c'était possible, afin de proposer éventuellement pour ceux qui parleraient la langue la possibilité de corriger eux-mêmes le texte aussi en plus. Alors, nous avons proposé les textes en intégralité autant que possible. Le choix a été de ne pas faire de coupe, justement pour que ce soit le professeur qui décide, lui, d'exploiter en fait le texte qu'il le souhaitait, la partie de texte qui l'intéressait pour sa séquence de cours. Voilà. Alors, voilà, donc j'espère que nous avons pu réussir à donner et à offrir un panel assez large de ressources pour les collègues. Globalement, le retour a été assez positif puisque certains collègues ont fait part de leur contentement parce qu'ils n'avaient justement pas à chercher, eux, à droite et à gauche, les documents nécessaires pour monter leur séquence. Voilà pour ce bref aperçu. Je me suis un peu raccourcie parce que j'ai vu que le temps défilait. Donc, si vous avez quelques questions éventuelles, avant que je passe la parole à Bruno. Alors, il n'y a pas de questions. Il y a eu une remarque sur les collèges. Oui. Alors, moi, je veux bien parler 2 minutes de comment ça s'est passé dans mon établissement. En fait, j'ai des sixièmes et des cinquièmes, donc en termes programmatiques, on est sur l'Antiquité, le Moyen-Âge et l'époque moderne. C'était pas l'enjeu n'était pas d'intégrer dans les programmes, mais plutôt de répondre aux inquiétudes et aux questions que se posaient les enfants. Donc, je leur ai demandé quelles étaient leurs questions, que j'ai toutes écrites au tableau. Et la première difficulté que j'ai eue, c'est que j'ai eu une bronca des élèves d'origine maghrébine qui ne comprenaient pas pourquoi il y a autant d'échanges, de discussions sur la guerre en Ukraine et beaucoup moins sur d'autres conflits.
Donc, on a pris le temps d'en discuter parce que c'était une question finalement qui pouvait être légitime, tout à fait considérée comme légitime. Ce qui a été très compliqué aussi, c'est justement cet accès aux réseaux sociaux qui faisait que finalement, ils avaient des questions, mais ils étaient tous persuadés d'avoir les réponses. Oui. Voilà. Et donc, d'obtenir de l'écoute mutuelle, déjà des questions des autres, et d'accepter que le professeur avait peut-être une parole qui était un peu plus légitime que celle des réseaux sociaux. Alors, au-delà de ça, ce qui a été très intéressant, c'est que ça a été l'opportunité justement de revenir sur le temps long de l'histoire. Déjà de montrer que voilà, un conflit comme celui-ci, il ne tombe pas du ciel, qu'il y a des antériorités, qu'il y a des problématiques qui pour certaines sont très très anciennes. Et ne serait-ce que quand j'ai travaillé la semaine dernière en 5e sur les rivalités en Méditerranée au XVIe siècle, ça n'a pas été très difficile finalement de faire des passerelles avec des enjeux contemporains. Donc, pour un professeur d'histoire géo, c'est triste à dire, mais ce conflit a l'intérêt en fait de montrer tout le sens de l'enseignement de l'histoire. Là, on a des élèves qui posent moins la question de à quoi ça sert d'aller en cours d'histoire. Parce que la possibilité d'inscrire dans le temps long, que ne font jamais les journalistes, par exemple, ou dans des enjeux géopolitiques beaucoup plus globaux qui ne sont pas nécessairement informés. Moi, j'ai commencé avec un globe terrestre pour leur montrer ce que ça représente l'eau à l'échelle de la planète, hein, et les enjeux que peuvent constituer l'accès à, aux eaux chaudes en quelque sorte. Du coup, ça a permis de faire un pas de côté et de dégonfler la tension. Non, là, on est sur du factuel, des connaissances, des informations, et pas sur on m'a dit ci, j'ai dit ça. Alors, ça n'a pas empêché que le lendemain, certains élèves sont venus me voir en me disant qu'ils s'étaient renseignés et que j'avais dit n'importe quoi. Parce que dans les outils qu'eux, ils utilisent pour s'informer, cette version n'était pas, la version que je leur avais donnée des faits n'était pas celle qu'ils avaient, Oui. auxquelles ils accédaient. Exact. Bon, après, on pose les éléments, on construit l'esprit critique sur le long terme. On ne peut pas le faire sur 20 minutes d'un échange avec un élève, hein, mais ça montre bien, là aussi, le conflit en Ukraine, les difficultés auxquelles on est confronté parce que il y a plusieurs paroles qui sont légitimes aux yeux des élèves et ce n'est pas nécessairement la nôtre qui est la plus légitime. Du coup, d'où l'intérêt de votre travail sur leur donner à lire les textes originaux et du coup d'avoir la nécessité de construire son avis à partir de ces textes et non pas de la relecture et la réinterprétation, ainsi de suite. Effectivement, l'idée c'était effectivement de disposer de textes aussi sur le temps long, puisque on a émis également quelques textes du début du XXe siècle, avec notamment les positions de Lénine concernant l'Ukraine. Et on a fait, Gilles a fait lui de son côté un petit travail sur l'Holodomor et la grande famine en Ukraine déclenchée par Staline, ce qui montrait bien que pour montrer justement qu'il y avait un conflit qui n'était pas récent et que la problématique est relativement ancienne. D'où effectivement l'intérêt vraiment de partir des textes sources en eux-mêmes et les laisser parler pour montrer aux élèves voilà, toute la complexité et la durée du conflit. Alors, je vois là, il y a un collègue qui dit qu'il a comme élève la fille d'un diplomate russe. Oui. Et la difficulté. Alors moi j'ai eu une autre particularité, c'est que dans une classe où j'ai 2 élèves autistes, l'AESH, c'est-à-dire la dame en fait qui les accompagne, a fait un contre-cours pendant mon cours. Et donc à la fin de la séance, je suis allée la voir. Donc, en fait, je l'ai abordée en lui posant la question de ses origines, parce que je savais qu'elle était slave, mais sans savoir exactement de quelle origine. Et en fait, c'est une dame qui est bulgare. Et j'ai découvert à cette occasion que les Bulgares, en fait, passent beaucoup de choses aux Russes, parce qu'il y a eu dans le passé un soutien russe contre l'Empire ottoman. Et
la discussion a été intéressante, mais je me suis rendu compte que ce n'était pas la peine de la prolonger parce qu'en fait, quelqu'un qui est complètement soumis à la propagande de, de la Russie, mais qui me posait un problème auquel je n'avais jamais été confrontée jusqu'à présent, parce que j'avais dû toujours gérer des élèves qui n'étaient pas d'accord pour tout un tas de raisons. Et là, maintenant, on se retrouve avec un adulte supplémentaire dans la classe qui a son opinion et qui estime que son opinion vaut la mienne aussi, ou enfin que ses connaissances valent les miennes en tout cas. C'est même pas de l'opinion, c'est des connaissances. Hein. Il a essayé de m'expliquer les accords de Minsk de manière assez pointue d'ailleurs, mais parce que voilà. Mais m'a précisé ensuite que depuis 2014, elle ne regardait aucun média officiel français. C'est un peu le problème également de ces élèves qui, pour certains, étaient complètement accros à RT ou à Sputnik avant l'interdiction et qui se refusaient à regarder tout autre média, jugé extrêmement négativement. Et voilà, c'est aussi une problématique qu'on pouvait retrouver chez certains élèves. Alors moi, je pense aussi également à une autre problématique qui arrive peu à peu dans les établissements, c'est l'accueil des élèves qui sont des réfugiés ukrainiens. Moi, je pense qu'on va en accueillir d'ici pas longtemps, mais j'ai des collègues qui, ça y est, les ont dans les classes. Et là, bon, alors, on a peut-être encore un peu un manque de recul pour en parler. Alors, meilleur en maths, meilleur en anglais d'ailleurs aussi apparemment. Et là, effectivement, il va falloir marcher sur des œufs pour voir comment le contact avec ces élèves qui, par contre, défendent des positions pro-Poutine va se passer. Je ne sais pas pour l'instant. Je commence un peu à réfléchir à la question. On verra. Voilà, c'est un de nos sujets d'inquiétude. C'est un de nos sujets d'inquiétude, nous aussi, parce qu'on a eu des propos très virulents de certains élèves contre les Ukrainiens. Donc, c'est la première chose, comment ça va se passer. Et puis aussi, en fait, les collègues découvrent que les Ukrainiens qui vont arriver parlent russe. Et ça prêtait alors à commencer à apprendre des mots ukrainiens, des choses comme ça. Et pour les collègues qui ne sont pas aussi usités que nous aux enjeux géopolitiques, à l'histoire, en termes de représentation, ça a été compliqué. Oui. Mais c'est des Ukrainiens, mais ils parlent russe. Alors c'est voilà quoi. Donc c'est à tous les niveaux, les choses doivent être pensées. Alors, est-ce que donc je vois Bruno nous met les liens vers les ressources. Alors, c'est surtout des commentaires, hein, pas tellement des questions. Bon, on va laisser la parole à Bruno. N'hésitez pas si vous souhaitez poser des questions, en particulier justement sur les ressources qui peuvent être disponibles. Bruno ? Alors, Bruno, on ne t'entend pas. Ton micro est coupé. Non, il faut. Alors, ça y est. C'est bon. C'est bon, merci Rosen. Donc je pense que l'on doit m'entendre. C'est dommage, tu étais très bien. C'est dommage, tu étais très bien. Alors bonsoir à tous. Je me présente donc Bruno Modica. J'ai la particularité d'avoir été indépendamment de mon histoire personnelle, le fondateur des Clionotes en 1998. J'en ai été le président. J'ai donc enseigné dans le second degré, entre autres, pendant 41 ans. Et actuellement, je termine ma carrière comme officier d'instruction dans l'armée de terre. Je suis officier de réserve. Et je suis en charge de la préparation des personnels militaires de ma brigade de rattachement, la 11e brigade parachutiste. Et avec les Clionotes, nous avons développé un partenariat avec différentes unités militaires pour accompagner leur personnel au concours de l'armée de terre. Je vais donc partager avec vous un certain nombre de ressources. Je vais commencer d'ailleurs par partager mon écran. Et vous allez voir les différents volets de notre activité. Vous avez donc Clio Prépa, qui est le site dédié des Clionotes. Alors, Cécile, qui est membre du comité éditorial, vous a montré Clio Lycée et vous a parlé de Clio Texte,
qui est un site qui existe depuis 1994 et dont les Clionotes ont hérité lorsque son inventeur, Patrice Delpin, a pris sa retraite de l'enseignement du second degré en Suisse. Il craignait, avec juste raison, comme c'était sur un site institutionnel, que tout son travail soit perdu, et il nous a donc transmis cet héritage remarquable, c'est-à-dire plusieurs milliers de textes qu'il appelle textes utiles à l'enseignement de l'histoire, et donc avec beaucoup de brio et beaucoup de temps passé et beaucoup d'énergie, Cécile Dunouot et Gilles Legroux animent ce site, puisque chez les Clionotes, il y a par site, sur les 8 sites de la galaxie que vous pouvez découvrir sur votre écran, la Cliothèque, Clio Lycée, Clio Collège, Clio Carto, vous avez des animateurs, des référents, comme on les appelle, qui s'occupent de ces sites. Je m'occupe de Clio Prépa, je ne suis pas seul, il y a aussi Quentin Hervaux, qui est mon référent pour les concours d'enseignement, CAPES Agrégation, les concours des grandes écoles dont je m'occupe notamment pour les IEP, et puis ça a fait beaucoup jaser dans certains milieux et dans certaines associations dites de spécialistes en histoire géo, la partie concours armés que j'ai animée et avec les partenariats que nous menons avec différentes unités de l'armée de terre, une activité qui est amenée à se développer. Alors, quelles sont les ressources qui sont à disposition sur ce site? Alors, Cécile ne l'a pas dit, autant parler tout de suite des choses qui fâchent. Chez les Clionotes, depuis le 13 mai 2016, indépendamment de situations exceptionnelles comme celle de l'Ukraine, où nous avons fait le choix de mettre une partie de nos ressources en accès ouvert, Cliotext reste pour l'instant en accès ouvert. Nous considérons que rien n'est gratuit sur Internet. Un site de ce type représente un coût considérable. Croyez-moi, quand on voit passer les factures, ça fait peur. La disponibilité de ce site, qui n'a jamais connu d'interruption depuis qu'il a été lancé en 1998, en dehors de 3 demi-journées exactement, ça représente un coût et il faut bien que les collègues comprennent que ce type de travail, il est financé par les cotisations des adhérents. D'ailleurs, à ce propos, il n'est pas interdit de nous rejoindre. Vous avez sur toutes les pages du site un petit lien sympathique avec un bouton adhérer qui vous conduit directement à la page adéquate, comment adhérer au Clionote. Alors, parenthèse terminée sur cet aspect des choses, mais qui a quand même son importance. Nous n'avons pas de subventions monstrueuses de l'éducation nationale, nous n'avons pas de personnel déchargé, nous n'avons pas de décharge horaire pour faire ce que nous faisons. Les Clionotes, je dis souvent à mes interlocuteurs, les Clionotes, c'est une association professionnelle, c'est une association avec une démarche professionnelle, animée par des bénévoles qui sont, pour la plupart, indépendamment de quelques retraités, des professeurs en activité. Je me considère d'ailleurs comme réserviste, comme professeur en activité, vu le nombre de jours de réserve que j'ai choisi d'assurer d'ailleurs. Alors, on trouvera sur Clio Prépa, sur la partie concours armés, un certain nombre de ressources qui sont a priori destinées à des sous-officiers, à des soldats du rang, à des officiers d'ailleurs, qui préparent les concours internes de l'armée de terre, du concours des majors, à l'école de guerre, puisque nous accompagnons des candidats à l'école de guerre, donc qui sont des capitaines en ce qui les concerne. Alors, ce que l'on pourra trouver comme ressources, indépendamment de l'Ukraine, ce sont des notes de synthèse, c'est-à-dire des dossiers de notes de synthèse, puisque ça fait partie des épreuves que doivent subir, au sens premier du terme, les candidats militaires au concours. Alors, quelques éléments que je vais vous montrer avant de passer à l'autre dimension, qui, à mon avis, sera directement opérationnelle pour un professeur en activité, c'est-à-dire Clio Carto. Alors voilà un exemple de note de synthèse sur le monde vu de Russie, sur lequel vous allez trouver
un certain nombre de supports. Alors, soyons clairs, ce sont carrément des supports qui sont des productions des clionotes, et notamment le texte extrêmement intéressant, celui qui était passé inaperçu de Valéry Gerasimov, le chef d'état-major de l'armée russe, le discours dont a parlé Cécile du 24 février 2022, discours sur lequel je vais vous dire quelques mots, simplement parce que j'en ai fait une version commentée. Il y a la version que vous avez sur Cliotext, qui est la version brute. En ce qui me concerne, j'en ai fait avec de la cartographie inédite et totalement originale, rien à voir avec la reproduction que l'on peut trouver sur certains groupes de la cartographie du monde, sur laquelle je vous dirai un certain nombre de choses. Là, il s'agit effectivement d'un commentaire, c'est-à-dire d'un texte commenté, et ça, nous avons fait le choix, puisque Eduscol nous a demandé la possibilité de référencer notre page de ressources. Nous avons fait le choix de mettre ce texte en accès libre, et là, vous avez en rouge, évidemment, les commentaires et la remise en contexte, toute la partie, justement, de la justification par l'histoire par Vladimir Poutine, que j'ai développé. Alors, je ne vais pas vous passer tout le texte, ça serait trop long, mais voilà le type de travail que nous faisons. Évidemment, sur cette note de synthèse, le monde vu de Russie, vous avez un certain nombre d'éléments qui sont des éléments... alors, le monde vu de Russie, tout simplement parce que dans cette histoire-là, je donne un sujet. En fait, j'ai ce privilège dont rêvent un certain nombre de mes collègues. Quand je donne un devoir à mes élèves, je donne un ordre. Et l'ordre est immédiatement exécuté, exécutoire. Donc, je donne un sujet. Avant le déploiement de votre bataillon dans un pays d'Europe centrale et orientale pour assurer le renforcement du flanc sud de l'OTAN, votre commandant d'unité vous demande de rédiger une note prenant en compte le point de vue de la Russie à propos de la crise ukrainienne en cours. Alors, il n'est pas question, évidemment, de redonner ce type de sujet dans des classes du second degré, nous sommes bien d'accord, mais c'est surtout dans une démarche de formation de nos collègues. C'est-à-dire, comment s'approprier des contenus avec lesquels, a priori, on ne serait pas forcément d'accord, pour montrer justement aux élèves, et là du second degré, que les points de vue de l'autre sont évidemment argumentés, développés, avec des justifications, notamment historiques, et là évidemment, ça permet de réintroduire les élèves dans la longue durée, dans la problématique historique, bien entendu. Alors, ça peut permettre d'ailleurs d'aller assez loin, et notamment, j'en suis au point où mes propres textes servent de sujet, lever le brouillard de guerre avec cet ouvrage que nous avons présenté sur un des sites de la galaxie des Clionotes, la Cliothèque, compte rendu de lecture et recension d'ouvrages. Nous recevons les ouvrages en service de presse, et nos adhérents peuvent les demander et en faire des recensions. C'est aussi une forme de formation continue extrêmement efficace. Et là, justement, dans cet ouvrage qui est paru le 4 novembre 2021, qui est relativement court et assez difficile à lire, vous avez un certain nombre d'éléments qui sont extrêmement intéressants, notamment sur la Hybridnaya Vojna, c'est-à-dire la notion de guerre hybride, une guerre dans laquelle, quelque part, la Russie, dans ses opérations hantées, 24 février, s'était illustrée avec ses empiètements réguliers dans le Donbass et autres, avec les fameux petits hommes verts, c'est-à-dire des unités non identifiées, avec la guerre hybride, c'est quelque chose de global, c'est-à-dire ça prend en compte l'information, et Cécile parlait tout à l'heure des différents canaux de propagande, c'est de la cyberguerre, c'est-à-dire ce qu'on appelle la désinformation. Il y a un mot russe qui le caractérise aussi. Application également, analyse également de la stratégie russe, qui a voulu, dans un premier temps, apporter comme dimension la profondeur opérationnelle,
Et là, nous sommes dans ce qu'on appelle le mode opératif. C'est ce que les penseurs russes, à l'époque de l'armée impériale, que les penseurs militaires soviétiques, du moins ceux qui ont été exécutés par Staline en 1937 avec le général-major Toukhatchevski, et ceux que Gerasimov a repris à son compte dans un premier temps, c'est-à-dire le mode opératif, c'est-à-dire le grand déploiement de troupes et autres. Et ce qui est intéressant dans le conflit actuel, c'est que les Ukrainiens opposent aux Russes, ils ont été formés à la même école dans un premier temps, plus évidemment la formation occidentale pour les nouvelles générations d'officiers généraux de l'armée ukrainienne. Cette guerre hybride qu'ils opposent aux envahisseurs, une guerre asymétrique quelque part, même si l'armée ukrainienne a également mis en œuvre des matériels lourds, donc on est très au-delà de l'inégalité, on est à la limite de la guerre asymétrique et de la guerre symétrique, et de toute façon, dans ce que le chef d'état-major de l'armée, je dirais la nôtre, le général Burkhardt, appelle le conflit de haute intensité. Donc, quelque part dans cet ouvrage, vous allez trouver, et là il est en accès libre, du moins la recension, vous avez en gros ce qui n'a pas marché, Cécile en parlait tout à l'heure, ce qui n'a pas marché dans l'armée russe, c'est-à-dire ce dont parlait le général Vladimir Triandafilov, concept de profondeur au développement d'une logistique et d'armes de soutien efficaces. Vous avez bien entendu. Développement d'une logistique et d'armes de soutien efficaces, quelque part, il y a quelque chose, vous le reconnaîtrez, qui n'a pas fonctionné dans le processus. Alors, pour en revenir aux ressources de Clio Prépa, donc je reviens sur ce sujet de notes de synthèse, je vous l'ai présenté. Vous avez évidemment d'autres types, vous avez évidemment d'autres ressources qui sont là aussi à disposition pour ce qui concerne les collègues qui voudraient avoir une initiation précise et évidemment parfaitement complémentaire à ce que fait Rosen avec les auditeurs de l'IHEDN, sur évidemment différents thèmes que vous pouvez trouver. Alors comment accéder à cela ? En ce qui concerne les accès à Clio Prépa, ils sont conditionnés, indépendamment des militaires en activité qui sont directement adhérents des Clionotes et qui préparent un concours dans des conditions particulières de validation de notre part. Disons que cela permet disons que les collègues qui sont adhérents des Clionotes peuvent, dès lors qu'ils s'engagent à réaliser une séquence pédagogique destinée à la mise en ligne sur Clio Lycée ou sur Clio Collège par exemple, on leur envoie la ressource native de Clio Prépa, qui est une fiche généralement très documentée sur un certain nombre de sujets. Alors évidemment, vous avez ce type d'analyse. Évidemment, ensuite, vous avez par exemple quelque chose sur la haute intensité, etc., etc. Alors voilà pour ce qui concerne les ressources de Clio Prépa. Donc je rappelle que c'est évidemment conditionné à l'adhésion aux Clionotes et à la mise en ligne de séquences pédagogiques construites à partir de ces matériaux. Je trouve que c'est quand même un deal intéressant. Alors là, c'est quelque chose dont je suis à titre personnel, parce que depuis le début du conflit, j'y travaille et croyez-moi, on y passe du temps. Alors je suis pas le seul à y passer du temps. Quand je pense au temps que passent Cécile et Gilles, et aussi Jean-Michel d'ailleurs, qui nous écoute et qui est lui le régional de l'étape, puisque il est à Grenoble, tout comme Rosen qui nous invite. Clio Carto, donc là je vous montre carrément le moteur du site. Voilà. Deux éléments dont nous avons toutes les raisons d'être extrêmement fiers. Alors, ces séries de cartes qui sont en basse définition en accès ouvert, pour la haute définition, pour y retravailler dessus, il y a évidemment des accès réservés. Mais voilà, ces cartes d'un cartographe
qui est Rémi Scossimaro, qui est un spécialiste de la géographie du Japon, mais qui s'est senti investi et qui s'est investi lui-même de cette tâche de fournir effectivement de la cartographie de qualité, encore une fois, pas ce que l'on peut trouver sur des supports de presse, sur l'Ukraine, avec évidemment des éléments qui sont essentiels dès qu'on parle d'une opération militaire, c'est-à-dire le terrain. Et on comprend bien que, voilà, au passage d'ailleurs, on pourra faire des superpositions. Vous allez avoir une surprise tout à l'heure, parce que là aussi, pendant que nous commencions la réunion, Jasmine Declos-Lassa, qui est cartographe de métier, réalisait la carte que je vais vous présenter tout à l'heure, c'est-à-dire à la fois les flux d'énergie et la situation des combats aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, en même temps. C'est-à-dire que la carte que je vais vous montrer, elle a été faite en temps réel. Donc, ça, je vous présente d'abord les cartes de Rémi Scossimaro. C'est notamment les grands éléments du relief et l'hydrographie. C'est les zones où se trouve la population, et si vous superposez évidemment les zones d'invasion, vous voyez quand même le centre de gravité de la population ukrainienne. Vous avez la densité de population, alors évidemment, vous voyez la place que peut occuper le Donbass dans cet espace. Vous avez les éléments, évidemment, qui cette fois-ci sont directement opérationnels. Alors, c'est l'évolution tactique au 15 mars, mais vous voyez les axes d'invasion, et vous pouvez retrouver surtout l'opération initiale telle qu'elle était conçue, c'est-à-dire vers cette zone qui se situe à l'ouest de la Crimée, ce que l'on appelle aujourd'hui sur les cartes russes Novaroussia. Et dans Clio Prépa d'ailleurs, dans le cours d'histoire des relations internationales, sur le cours que je fournis pour les candidats de l'école militaire interarmes, vous trouverez le diaporama avec justement le cas de la Novaroussia, c'est-à-dire cette terre qui a été conquise par les Russes de Catherine II avec le traité de Yassy en 1794. Et on se retrouve quasiment sur une carte identique, sauf qu'à l'époque, c'était pas l'Ukraine, c'était l'Empire ottoman qui avait transformé la mer Noire en lac ottoman, évidemment, avec les Russes qui contestaient cela. Vous retrouvez également des cartes de ce type, avec l'hydrographie et les éléments du relief, et vous comprenez pourquoi, hier, raisonnablement, l'armée russe a reculé pour se remettre sur des positions préparées à l'avance, tout simplement parce que c'est pas vraiment le site le plus facile à prendre. Par contre, c'est certainement ce qu'il y a de mieux comme site défensif. Donc forcément, alors sans vouloir donner des cours de l'école de guerre, mais il faut savoir que dès qu'on se retrouve dans une situation d'attaque, le ratio entre les assaillants et les défenseurs, il est de 1 à 4 dans le meilleur des cas, mais il peut aller de 1 à 12 dans le pire des cas. Et dans le cas d'un senzub, c'est-à-dire d'un combat zone urbaine, on ne se retrouve, du point de vue de la Russie, dans la pire des situations, avec une ville qui est 8 fois plus étendue que Paris, etc., etc. Voilà. Donc, la surprise du chef, si vous me la permettez ainsi, c'est de vous proposer cette carte-là. Excusez-moi, Balma, semaine 14. Semaine 14, c'est la carte que je vais montrer en fait à mes personnels lorsque je serai en cours devant eux. C'est celle-ci. Non, c'est pas... Voilà. Enfin, si, c'est celle-là, mais je la voudrais présenter correctement. Alors voilà. C'est une carte qui associe les cartes précédentes que je vous ai montrées, que vous avez donc sur Clio Carto, elles sont ici, c'est-à-dire l'Ukraine en carte, et là c'est mis en jour tous les jours, sauf que c'est pas encore, voilà une des dernières cartes, c'est-à-dire les frappes, mais également dans la zone grise, les zones occupées. Alors vous remarquerez au passage,
Et là, je parle sous le contrôle de Jasmine Desclos-Chalassa, qui anime d'ailleurs le groupe Facebook qui s'appelle les Cafés Cartographiques, qui est une cartographe, qui est une ouvrière d'État, d'ailleurs qui travaillait à l'IGN pendant un temps. Quelque chose d'extrêmement important sur les contours et sur les frontières. Ce que je vois sur certains journaux, je ne parle pas des cartes approximatives faites par les stagiaires de BFM qui ont fait rigoler tout le monde avec la Hongrie, qui avait annexé la Roumanie et autres fantaisies de ce genre. Je vous parle de ce que je trouve dans des journaux, je pense à un quotidien vespéral de référence. Je ne vous citerai pas son nom. Avec, voilà. On trouve des choses quand même qui sont surprenantes. On trouve par exemple des frontières continues qui délimitent la Crimée. La Crimée est un territoire occupé, il faut appeler les choses par leur nom. Parce que derrière, dans l'information que l'on donne, on doit faire attention. La Crimée n'a pas été reconnue internationalement comme un territoire russe. Donc là-dessus, ça explique le soin jaloux que met Jasmine à délimiter les frontières, et vous voyez que en agrandissant, voilà, il n'y a pas de ligne. Il s'agit d'un territoire occupé. On parle évidemment des zones grises, territoire ukrainien souverain, mais encore une fois, la carte que je voulais vous montrer ici, elle a évidemment un intérêt majeur. Alors, on peut la mettre en haute définition, parce que là, on peut voir. Alors, c'est Rémi Scosimaro, donc notre géographe qui se trouve actuellement au Japon, donc il m'a envoyé ça du Japon tout à l'heure. Il a fait une carte sur production et transport d'énergie, et j'ai demandé en début de réunion à Jasmine de me superposer sa carte des opérations militaires en cours, parce que là, c'est une carte avec une délimitation très précise, je vais vous la montrer morceau par morceau, où se trouvent les Russes, jusqu'où ils ont reculé, etc., etc. Mais ce qui est intéressant, c'est voir les enjeux derrière de la production d'énergie avec les flux. Qu'est-ce qui passe par là, dans cette zone où, effectivement, l'armée russe avance, ou du moins a essayé d'avancer jusqu'à hier? Quels sont les enjeux? C'est-à-dire, éventuellement, prendre le contrôle de ce gazoduc, qui a une importance majeure, parce qu'avec ce gazoduc, on alimente les Balkans jusqu'à la mer Adriatique, jusqu'à l'Italie éventuellement. Voilà, on voit également les raffineries, c'est-à-dire les zones qui sont évidemment sensibles parce que ce sont des exportations et autres. Alors pour aller plus loin, je suis carrément en direct avec Jasmine qui me parle de ces cartes et qui sont extrêmement précieuses. Voilà, là, nous avons des cartes au point par point, à grande échelle donc, pardon, à petite échelle, nous avons des cartes au point par point qui vous montrent très exactement l'avancée des troupes, ce qu'elles occupent effectivement, puisqu'elle a un contact direct avec des cartographes ukrainiens qui sont présents sur place et qui lui transmettent des informations les plus précises possibles. Alors je suis aussi en lien avec les services de communication de l'armée ukrainienne. Alors évidemment, toute remarque à prendre avec les précautions d'usage, hein, tout n'est pas à prendre là-dessus, mais ça vous donne une idée extrêmement précise. Et là, ça fait partie des choses que l'on peut montrer de façon très concrète, c'est-à-dire effectivement les zones, les reliefs, les flux d'énergie et ce qui peut se produire à tel ou tel endroit. Alors voilà concrètement la situation à Tchernobyl, avec effectivement les avancées russes, la situation à Kiev, et vous voyez que l'armée russe s'est installée dans une guerre de position. Alors d'autres l'ont dit avant moi, on n'est plus dans le scénario de la guerre de mouvement tel qu'on a pu les voir sur les grandes plaines d'Ukraine pendant la Seconde Guerre mondiale, avec les offensives de l'armée rouge et ce qu'ils mettaient en pratique d'ailleurs, c'est-à-dire le mode opératif.
c'est-à-dire en gros la préparation d'artillerie, l'avancée de troupes blindées, l'avancée de l'infanterie derrière de façon très classique, et éventuellement l'infanterie légère sur les côtés, ce qu'on appelle l'engagement en premier. Bon là, ça concerne mon unité de rattachement, hein, l'infanterie légère, avec évidemment les troupes aéroportées. Ce scénario particulièrement éprouvé par l'armée russe, qui est intégré, j'allais dire, quelque part, et notamment l'utilisation d'infanterie légère. Bon, il faut savoir que les parachutistes, les TAP russes, c'est 75 000 hommes. Ben, ça ne marche pas. Ça ne marche pas quand il y a des positions défensives. Et là, à ce moment-là, on se retrouve dans une configuration qui rappelle davantage les théâtres d'opération de la Première Guerre mondiale que de la Seconde. Donc voilà quelques éléments. Donc ici, vous voyez que on peut aller très loin dans le détail, c'est-à-dire voir ce qui est effectivement sous contrôle russe jusqu'au détail de Tchernobyl. On peut aller, voilà, sur différents théâtres que vous trouvez, et vous voyez d'ailleurs au passage la possibilité pour les Russes de couper des flux d'approvisionnement, ou en tout cas de s'en assurer le contrôle, parce que derrière cela, alors là, il faudrait rentrer vraiment dans des cartes au 25 millième, c'est encore possible, on peut avoir les tours de mise en pression, les dispositifs de pression des différents réseaux de gazoducs qui irriguent l'Ukraine, et vous voyez qu'on peut trouver différents éléments. Alors là, je vous redescends vers le sud pour vous montrer notamment la République de Donetsk et la République de Luhansk, avec les zones qui sont effectivement sous contrôle de l'armée russe. Vous voyez que même les républiques autoproclamées qui ne sont pas reconnues internationalement, vous voyez que la Russie ne les a pas encore totalement contrôlées. Alors aujourd'hui, on a pu voir dans l'évolution qu'il pouvait y avoir des marges de négociation, mais l'enthousiasme d'hier a été assez vite douché. Je crois que ça fait partie très clairement de la démarche russe, qui est de souffler le chaud et le froid, peut-être pour permettre aux troupes de se renouveler, parce qu'on sait bien, et ça tous les militaires le savent, que au bout d'un certain nombre de jours de combat, il faut renouveler les troupes, et c'est là que se pose le problème. L'armée russe, elle est encore composée, malgré la réforme de 2013, par 30% de conscrits, et 30% de conscrits d'une valeur militaire relative, pour pas dire assez mauvaise. Ça ne fait pas une armée d'intervention, et ça ne fera certainement pas une armée d'occupation. Donc voilà, je pourrais continuer très longtemps, je ne vais pas vous imposer plus longtemps mon discours, mais simplement, voilà, je pense que sur ce qu'ont fait les clionotes depuis maintenant un mois, je crois que nous n'avons pas à rougir des ressources que nous fournissons, encore une fois, que nous fournissons dans un cadre associatif, avec des bénévoles et avec des personnels en activité, mais avec surtout ce que Cécile a essayé de vous faire partager, elle y a d'ailleurs parfaitement réussi, c'est-à-dire la passion de la transmission, la passion du savoir et de la connaissance au service eh bien, de nos élèves, et quelque part au service de l'histoire, de la géographie, de la géopolitique, c'est-à-dire cette matière des enseignements de spécialité que seuls les profs d'histoire géo ont légitimité à enseigner et à transmettre, parce que là, voilà, nous avons directement la démonstration, avec ce que nous avons pu, avec Cécile, expliquer, de notre spécificité comme historien géographe, qui sortent effectivement de ce que j'appellerais les sentiers battus, pour avancer vers eh bien, des connaissances maîtrisées et des choses qui sont parfaitement utiles à nos collègues, mais aussi les clionotes ne sont pas simplement ouverts aux profs d'histoire géo, des personnes
qui sont passionnés comme nous par les contenus que nous pouvons mettre à disposition peuvent évidemment nous rejoindre et ils peuvent d'ailleurs participer et collaborer. Et je lance un appel d'ailleurs aux collègues profs d'histoire géo en activité qui sont là. Je suis comme animateur de Clio Carto, vous voyez, j'ai même ma photo, vous voyez. Je suis comme animateur de Clio Carto à la recherche de collègues qui aimeraient travailler avec Adobe Illustrator, avec d'autres outils numériques pour justement fournir des ressources qui ne soient pas ces ressources approximatives que l'on fait faire par des cartographes dans les journaux. Ce n'est pas parce que ce sont dans des journaux de référence que ce sont forcément des ressources de bonne qualité. Je crois qu'il faut aller plus loin et justement apprendre, et c'est aussi ce qui est la valeur ajoutée des Clionotes, c'est-à-dire cette capacité à apprendre ensemble et à ne pas simplement se contenter d'être des répéteurs d'instructions qui viennent d'Eduscol ou de l'institution. Nous savons aussi quelles sont ses limites. Je n'en dirai pas plus, je risquerais d'être cruel, et en temps de guerre, c'est pas forcément le comportement le plus approprié. Je vous remercie de votre indulgence et je vous remercie surtout de m'avoir écouté. Et je remercie Rosen, évidemment, pour m'avoir permis ce type d'expression. Alors, Jasmine souhaite prendre la parole pour nous expliquer sa démarche quant à la construction des cartes. Donc, Jasmine, j'ai autorisé la réouverture des micros, donc n'hésitez pas. Jasmine est une cartographe d'un immense talent, mais au niveau de la maîtrise des outils numériques, elle a parfois quelques limites. Bonjour Estelle, bonjour Pamela, bonjour Françoise, ou bonjour Monsieur Pelletier. Voilà, donc bonjour à tous, en tout cas ceux que je ne connais pas. Bonjour Charles. Voilà à quoi servent les Clionotes. Alors j'espère que... Alors, peut-être que tu peux arrêter le partage d'écran. Ah ben voilà, J'arrête. Jasmine revient dans la salle. J'ai l'impression qu'elle a été éjectée en fait. Ah, c'est pas moi, hein. Non, non, mais bon, après, parfois, les connexions ne sont pas toujours... Jasmine, vous êtes parmi nous? Je fais la deuxième, je fais la vedette américaine, là. J'essaie d'occuper en attendant qu'elle arrive. Vous m'entendez? Voilà, on vous entend. Bravo, Jasmine. Bonsoir. Excusez-moi, sachez que mon poste avait éteint. Vous allez avoir un rebondissement, mais je ne peux pas couper le ventilo, ça a tout coupé. Alors oui, bonsoir. Donc Jasmine, c'est Desclos à la casse. Et effectivement, je suis cartographe ici de l'École nationale des sciences géographiques. Voilà. Et donc, j'ai pris l'initiative de reprendre le fond qui est mis à disposition diplomatique du MEAE. J'avais réalisé des cartes dans les années 90, 2000, de 30 cartes sont sérieusement réalisées, validées, corrigées, réutilisées. C'est compliqué de faire ça. En fait, on a beaucoup de mal à vous entendre. Oui, c'est ça, mais c'est à cause du micro. Alors, je vais couper comme ça, vous m'entendez? Oui, un peu mieux quand même. Alors, Oui. comme ça, mais vous ne pouvez pas me voir parce qu'en fait, j'ai 3 écrans. Enfin, c'est une centrale nucléaire ici, c'est pas chose d'ailleurs. Donc, si vous voulez, le truc, c'est que, effectivement, j'ai des amis collègues en Ukraine, pas forcément cartographes, mais graphistes et extrêmement doués en infographie, etc. Vous allez retrouver bientôt j'avais mis les cartes de bâtir de l'extrazoom, donc j'expliquerai ça plus tard. Mais j'ai là-bas depuis plusieurs années des correspondants qui sont vraiment attachés au service public, à l'information, la qualité de l'information. Enfin bon, moi, je n'ai pas affaire à des nazis, mais j'entends des choses vraiment épouvantables. Donc voilà, en restant centré sur l'information modérée par des citoyens qui prennent en charge
ce qu'ils peuvent prendre en charge en fonction de leurs compétences. J'ai reçu des infos le début 24 et quand j'ai vu les cartes avec, sans l'Ukraine, enfin sans la Crimée en Ukraine, etc., j'ai vraiment pour qu'il n'y ait aucune idée de parti pris de ma part, j'ai pris le fond de carte disponible publiquement, et je l'explique dans chacun de mes posts, sur le site diplomatique français, pour prendre en considération la position officielle de la France à l'égard de l'Ukraine, qui est un pays souverain avec des frontières marquées. Donc j'ai surchargé en bleu les frontières de l'Ukraine. Et puis, je sais que les infos sur l'avancée des fronts et les bombardements solaires qui me sont envoyés sont modérés. Alors, ça passe par une page Wikipédia parce que chacun fait comme il peut dans cette urgence. Et donc, ça passe par une page Wikipédia pour que le monde puisse y avoir accès. Donc, moi, j'ai chaque fois la confirmation. Alors, mes copains sont toujours en ligne parce qu'ils sont à Kiev, donc il a fallu qu'ils quittent tout. Il y avait une galerie d'art, il y avait des gens qui vivent comme vous et moi. Il a fallu tout quitter. Donc, je suis très heureuse de pouvoir encore les avoir en ligne. Voilà, on fait comme on peut. Alors, je mets à jour ces cartes tous les 2-3 jours à peu près. Moi, j'ai besoin, comme je l'explique aussi dans mon texte qui accompagne ces cartes, j'ai besoin de cette visibilité. Et j'ai besoin, on a du mal à faire comprendre, quand je sais pas les gens, on a l'impression qu'on fait des cartes comme on a envie, qu'on dessine le monde comme on veut le dessiner, et puis qu'on décide de où sur les frontières, mais pas du tout. C'est compliqué de faire des cartes. J'ai réalisé un travail pour le musée de l'Inde l'année dernière, qui était la cartographie de l'Europe en état glaciaire, donc avec les continents nord-américains et les 48 ans. L'idée était positionnée sur ces cartes les trésors de l'humanité, les grottes de Lascaux. Les grottes de Lascaux, il y en a partout à travers le monde, il y en a en Ukraine. Et donc, on a décidé sur ces cartes, qui ont été imprimées de 15 mètres de long et 2,50 mètres de long, de poser les frontières. Alors, si vous saviez, j'ai passé, par exemple, 3 jours à pouvoir reconstruire les lignes d'armistice autour du Cachemire. On parle évidemment des lignes d'armistice autour de la Palestine, que tout le monde appelle frontière, et il faut marquer ça. Et alors, il y a des gens qui pensent que c'est juste une modalité de langage. Non. Il y a des lois derrière, il y a des traités signés, on ne change pas des frontières souveraines comme ça. Et ça passe par, je veux dire, c'est une affaire d'État, le dessin des frontières. C'est pas discutable entre nous. Et nous, cartographes, il faut qu'à chaque fois, on va relire les textes de l'ONU. Chacun publie, vous pouvez aller voir les éditeurs, Michel Fichet, vous regardez les 74 pages de cartographie de Michel Fichet. Ce n'est pas des cartes, quoi. Ça n'informe pas, c'est de la désinformation. Désinformer, c'est criminel. Donc, il faut à chaque fois reprendre les informations, revérifier. Si vous me faites un quiz en géographie, je suis harcelée. Parce que je m'oblige à ne pas retenir une chose de façon à m'obliger à aller vérifier à chaque fois. Je viens d'avoir 64 ans. J'ai passé ma vie, enfin, vraiment, je dis, la précision me sauve la vie. Je suis cartographe depuis que je suis petite fille. J'ai vraiment suivi la formation à l'École nationale de sciences géographiques. Et j'aurais dû passer ma vie, effectivement, à l'Institut géographique national, qui était déjà en démolition il y a 30 ans. Je n'y suis pas restée parce que je ne voulais pas être un maillon dans la constitution des cartes, et surtout, je voulais cartographier. Parce que la plupart de mes copains d'école, qui sont des amis, on nous a formés au service public. Hein. C'est pas une blague. Nous, il faut voir les exercices qu'on nous a fait faire pendant 3 ans. On ne nous lâchait pas sur les cartes topographiques comme ça. J'ai travaillé pour l'armée, j'ai eu des contrats au secret. Tout n'est pas inscrit dans mon curriculum puisque j'ai pu réaliser un travail cartographique dans ma vie. Je peux l'expliquer, je restitue ces mémoires-là pour perpétuer. Mais enfin, une carte, ce n'est pas des dessins de routes, de montagnes, c'est un ensemble de mesures. Jacques Bertin disait c'est un tableau à plusieurs entrées mathématiques, évidemment. Et ces entrées mathématiques, ce n'est pas le cartographe qui les conçoit, c'est le géodésien. Il n'y a pas de cartographe magicien, ni de chimie cartographe, ni de magnifique cartographe, comme certains se font appeler. Parce qu'une carte, c'est l'issue d'un travail collectif qui est corrigé, vérifié, validé par des compétences multiples. Il faut vraiment réunir plusieurs métiers pour réaliser une carte, en fonction d'une carte cartographique. Mais moi, évidemment, je considère la cartographie à partir de l'échelle de la société, à partir de la mesure du territoire et de ses objets. Ce que l'État fait, c'est une affaire d'État aussi, la carte cartographique, la carte de base. Alors,
On arrive, quand on a acquis ces compétences-là, à assumer des programmes. C'est une lourde responsabilité de réaliser des cartes. Et ça, alors, ça s'est complètement évaporé. Les gens pensent que c'est un clavier, hop, on tape là. Vous allez sur vos portables, vous avez des cartes dans tous les sens. Mais quelles sont les sources qui le fait? Là, on voit, à la lumière de ce qui se passe en Ukraine, on a un foisonnement de cartographie qui ne sont pas. Enfin, on doit cartographier le droit. On ne peut pas s'écarter. Nous avons une déontologie précise qui ne s'apprend plus. Ok, mais on en paie les frais, on en crève. De l'autre côté, les gens en crèvent. Alors nous, pour le moment, on n'est pas vraiment concernés, on n'a pas conscience encore d'être concernés au point où nous sommes, parce que nous perdons la souveraineté sur nos données territoriales en France, parce que la cartothèque de France a été détruite. Là, on est en train de passer au masqué le fonds Afrique. Plus personne ne va refaire ce travail de levée de terrain. Une carte est issue de mesures sur le terrain. Voilà. Donc, je n'ai pas de prétention, je n'ai pas de leçon à donner, pas... Simplement, si on prétend cartographier, alors il ne faut pas désinformer, parce que désinformer, c'est pas grave, je suis citoyenne. Voilà. Et à part entière. J'ai rédigé une conférence, là, pour la dernière conférence internationale de cartographie qui est venue à Florence en décembre. J'ai rédigé une conférence qui s'appelle Tectonique de la cartographie. Tectonique, c'est cartographie. Pour expliquer que non, le clavier, la souris ne sont pas des pensées magiques ni des baguettes magiques. Et ça, il faut apprendre à gérer la précision de la forme. Et ça ne se fait pas tout seul, et ça ne se fait pas en petite pièce. Voilà. Jasmine, alors bon, on a difficilement, vous êtes difficilement entendu. Je me permets de résumer en tant que prof d'histoire-géographie sur le fait que oui, on disait à quoi sert la géographie? Elle sert à faire la guerre. La première carte de l'histoire a été faite pour essayer de convaincre un roi de Sparte de partir en guerre. Et ce n'est pas un outil innocent, la carte. Et d'où la nécessité de faire appel à des gens dont c'est le métier et qui sont capables de vérifier les sources. C'est quelque chose que j'ai expliqué à mes élèves. Remarquez que sur les cartes, la Crimée, elle n'a pas changé de couleur. Donc c'est bien qu'il y a des buts de guerre et que ça se voit déjà sur une carte. Si je peux me permettre, vous m'entendez là? Oui. Alors, la cartographie, ça sert aussi à faire la paix. Parce que si l'Institut géographique national existe et si l'École nationale des sciences géographiques existe, c'est parce que le Conseil national de la résistance l'a créé en 1945. On a une cartographie militaire en France jusqu'en 1940. Elle est civilisée pour que les Allemands ne mettent pas la main sur le patrimoine cartographique français. Et qui, évidemment, il n'y a pas un régent en France qui a négligé la cartographie. Nous devons notre statut de cartographe auteur à Napoléon, évidemment. Mais le Conseil national de la résistance a mis en place l'IGN et l'ONSG pour permettre à chaque citoyen d'avoir la main sur la souveraineté de ses données territoriales, que chaque citoyen, chaque citoyenne se sente à part entière partie de l'État-nation et ait les mêmes informations où qu'il se trouve à l'intérieur du périmètre de ses frontières, avoir la même qualification du territoire pour pouvoir habiter ensemble. Donc moi, je suis une cartographe, non pas pour la guerre, mais pour la paix. Et quand j'ai donné ma démission de l'IGN, on a voulu me faire signer un papier parce que je dois être, s'il y a une guerre, effectivement, je suis immédiatement recrutée par l'armée. J'y ai travaillé pour l'armée, j'ai formé des militaires toute ma vie, mais je suis, on va dire, objecteur de conscience en quelque sorte. Et j'ai dit, je ne signe pas, si l'État doit me trouver, ils sauront me trouver. Jasmine, si tu veux bien, je pense que pour pas qu'on déborde, ce que je te propose, et je viens d'en avoir l'idée parce que justement, tout ce que tu dis, ça fait très longtemps que nous en parlons ensemble, tout ce que tu dis est absolument passionnant et j'aimerais que on puisse faire quelque chose avec toi sur la cartographie et sur ce que tu fais dans de meilleures conditions techniques que les tiennes, c'est-à-dire qu'on prépare quelque chose. Et à ce moment-là, on va l'organiser. Ça sera d'ailleurs l'occasion de lancer, puisque j'ai lancé un appel tout à l'heure, ça sera une occasion avec toi
et j'espère peut-être avec notre ami qui est au Japon, de lancer Clio Carto de façon à ce que vous expliquiez l'un et l'autre votre approche de cartographe et toute la richesse que ça peut apporter. Et y compris, bien entendu, tu auras totalement micro ouvert pour justement aborder ces questions de représentation cartographique qui sont éminemment politiques. Alors, je veux juste préciser que justement pour sauvegarder cette formation, alors j'enseigne. Tu auras, c'est sauvegardé, l'émission est enregistrée, donc tu pourras la revoir. Tu pourras la revoir, ça sera sur la chaîne YouTube de l'IHEDN du Dauphiné et ça sera sur la chaîne YouTube des Clionotes, tu l'auras en 2 versions. Vous recevrez par les infolettres des Clionotes, vous recevrez les liens, vous recevrez les informations. Les infolettres des Clionotes, j'en profite. Vous pouvez demander, en m'envoyant votre mail, à être abonné à l'infolettre générale. On n'est pas obligé d'être adhérent. Et à ce moment-là, vous avez toute l'actualité. Il faut savoir si je peux partager l'écran. Il faut savoir que sur une simple infolettre des Clionotes, vous avez une énorme visibilité d'à peu près de toutes les activités qui sont les nôtres et qui vous permettent de... je suis en train d'en chercher un exemplaire. Non, c'est pas celui-là. Ça, c'est l'infolettre que je vous ai envoyé. Nous avons ce type d'outil avec le mode d'emploi, mais je voulais vous montrer la dernière infolettre des Clionotes qui se trouve dans une de mes boîtes mail. Voilà, c'est par exemple l'infolettre spéciale Cliotech. Là, c'est une infolettre thématique. Nous allons en faire plusieurs. Il y en a une qui va être faite sur les élections présidentielles. Donc, vous pouvez envoyer, de toute façon, vous recevrez une proposition, mais vous pouvez d'ores et déjà envoyer votre mail par le chat, de façon à être abonné à ces infolettres. Et là, vous avez, par exemple, la veille géographie. Vous voyez, je vais choisir la géographie, qui est la recension de toutes les propositions que nous avons sur les ouvrages que nous pouvons vous proposer. Et vous avez évidemment les recensions qui se trouvent ici, c'est-à-dire les différents ouvrages que nous traitons ici. Voilà. Donc, merci Jasmine. Bon, je le répète, ce qui est formidable, c'est que quand je t'ai demandé la carte de synthèse que j'ai présentée tout à l'heure, la réunion avait déjà commencé et tu l'as faite en même temps. Vraiment encore une fois, merci et bien entendu, bravo. En tout cas, pour ce qui me concerne, merci Rosen de m'avoir permis de donner ces informations supplémentaires. Je vais juste vous dire, à un moment donné, tu as passé des extraits de ce que j'avais repris tout à l'heure. Oui, j'ai repris. Tout a été montré. Oui, que les contours, en fait, ne se superposaient pas. Donc, point à point, il a fallu que je redessine le contour pour que ce soit plus cohérent sur la carte, évidemment. Je voudrais juste conclure en vous disant que en 1999, après la naissance de ma deuxième petite fille, j'ai créé les cafés cartographiques pour poser sur la place publique tout ce qui concerne la cartographie civile. Je suis vice-présidente du comité français de cartographie, je préside la commission cartographie et communication et j'ai créé les cafés carto pour sortir de nos cercles professionnels parce qu'entre nous, nous faisons des choses extraordinaires. C'est vrai que c'est passionnant, c'est vrai. Mais je l'ai posé après le boulot pour tout le monde pour que les gens comprennent que cette cartographie civile, elle s'adresse à tous. C'est l'objet des citoyens. Et on le perd en France, nous le perdons et ça n'existe pas ailleurs. Voilà. Ok Jasmine, merci. Merci Jasmine. Je pense que je ferai appel à vous aussi pour une conférence parce que ça devrait largement intéresser nos auditeurs. Merci Bruno. Merci. Autant que vous pouvez. Voilà, non, ça ne va pas tarder. Merci Cécile. Merci à celles et ceux qui nous ont fait confiance pour nous rejoindre ce soir. J'ai vu qu'il y avait eu des questions qui étaient passées sur la défense européenne. Je vous ai envoyé le lien vers les actes du colloque que nous avons organisé cet automne et qui traitait justement de cette difficulté à construire une défense et une sécurité européenne. Il était un peu prémonitoire, on aurait aimé que non.
Vous pourrez retrouver cette conférence, comme disait Bruno, sur les 2 chaînes YouTube et vous recevrez les liens. Sauf si vous me dites le contraire, je vous mettrai dans la liste de diffusion des conférences qu'on organise et qui sont ouvertes à tous, hein, puisque les associations d'auditeurs IHEDN organisent des activités spécifiques à leurs adhérents, mais aussi des conférences ouvertes à tous. C'est celles que vous pouvez trouver sur notre chaîne YouTube et dont certaines d'ailleurs devraient intéresser les collègues d'Histoire Géo. Ben, écoutez, je vous souhaite une très bonne soirée à tous. Merci encore les clionautes, c'était très intéressant. Moi, j'adore les cartes, donc je vais me faire plaisir, je vais aller farfouiller. Et au plaisir de vous peut-être revoir à l'occasion d'une prochaine activité. Bonne soirée, au revoir. Au revoir.